Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks et bienvenue dans cette deuxième capsule sur les contraintes d'assemblage avancé et mécanique. Dans cet autre exemple ici, nous avons un bloc qu'on aimerait faire coulisser à l'intérieur de l'espèce de track qui est ici là, à ce moment-là. Donc, on a une contrainte déjà placée, une contrainte de coïncidence avec le dessous du coulisseau avec par rapport à la glissière qui est là. Et on va utiliser justement la contrainte de glissière pour localiser les deux composants ensemble. Alors, dans mon groupe contraintes, dans la section des contraintes avancées, pas avancées, oui, excusez, la contrainte avancée, effectivement, on a la contrainte glissière qui on a probablement déjà utilisée pour venir centrer un élément à l'intérieur. Donc, on sait que la surface en dessous est déjà contrainte. Donc, la contrainte glissière va servir dans un premier temps, si on voit ici du côté gauche que la contrainte glissière est en mode centré, va me permettre de prendre ces deux surfaces-là ici de ma glissière et par rapport au choix de sélection de ma surface, des surfaces de mon coulisseau, ça pourrait être les deux surfaces ici, puis on sait qu'il va aller mettre la distance entre mes deux surfaces de coulisseau au centre, donc avec l'option centrée, de mes deux surfaces de la glissière. J'aurais pu également sélectionner comme surface simplement la surface cylindrique également pour venir la centrer sur le même principe ici. Ça aurait été aussi suffisant. Alors, j'accepte ma contrainte de glissière et mon bloc peut coulisser le long de la glissière de l'autre côté, mais elle est centrée avec l'option centrée qu'on avait vue. Si je réutilise une deuxième contrainte de glissière, ce coup-là, pour limiter le déplacement, parce que là, il est à l'infini dans les deux directions, dans le déplacement de translation, je vais pouvoir peut-être lui dire de sélectionner mes surfaces ici de glissière à l'extrémité, de venir changer ici également l'option, parce que si je sélectionne les deux surfaces de chaque côté de mon coulisseau, on sait qu'il va aller le mettre centré. Mais si je le garde en mouvement libre, à ce moment-là, en sélectionnant mes surfaces du coulisseau à chaque extrémité, il va enregistrer, lui, la position des 4 surfaces que je viens de sélectionner. Je lui dis OK. Je m'assure que je suis en option libre. Et il va, à ce moment-là, limiter le déplacement de mon coulisseau comme si j'avais mis une contrainte de distance limite, mais j'ai pas eu à calculer aucune distance. Donc, j'ai juste mis en relation les 4 surfaces, puis il va la détecter pour arrêter son déplacement tout simplement. Donc, la contrainte glissière, on l'utilise beaucoup pour faire des centrages de pièces les unes avec les autres. Mais sa fonction première, c'est d'assurer un glissement de glissière à l'intérieur des éléments et également. Une autre contrainte mécanique qui est intéressante, c'est de simuler l'effet des engrenages ensemble ou encore l'effet d'un engrenage avec une crémaillère. Si on cache quelques composants, peut-être, ça pourrait peut-être être intéressant de mieux voir là. Qu'est-ce qui se passe lorsque je bouge ici la poignée avec la denture de ma crémaillère. Donc, si je voulais aller placer ce type de contrainte-là, je vais commencer peut-être par la retirer de la sélection. Donc, on s'assure dans un premier temps que le mouvement de la crémaillère, il est bel et bien libre en translation et le mouvement de mon engrenage est bel et bien libre également en rotation. Donc, de base, avec les contraintes standards, on peut faire bouger l'engrenage et la crémaillère, mais pas simultanément. Alors, dans la simulation des contraintes, on va pouvoir utiliser une contrainte mécanique pour simuler l'effet de la contrainte pignon-crémaillère. Pignon étant, en gros, là, un synonyme de engrenage. Donc, pour faire bouger un mouvement de rotation d'un engrenage ou d'un pignon avec le mouvement de translation de la crémaillère. Alors, j'active cette contrainte mécanique-là. C'est la particularité de la contrainte, c'est vraiment dans la sélection des éléments ici, là, sélection des contraintes crémaillères. Ce qu'il faut sélectionner, c'est habituellement ce sont des surfaces, mais dans ce cas-là, c'est vraiment une arête. Donc, une arête qui est dans la direction du déplacement linéaire de la crémaillère. Ça peut être n'importe laquelle des 4 dans ce cas-là ici, ou même dans les petites extrémités ici. Du moment que l'arête, elle est linéaire, qu'elle n'est pas en courbe
et qu'elle pointe dans la direction de déplacement également. Donc, une arête pour sélectionner le déplacement de la crémaillère. Et pour l'engrenage, même affaire, je devrais sélectionner le diamètre. Idéalement, ça serait le diamètre primitif qui passe à quelque part entre le haut et le creux de mes dents. Donc, le diamètre primitif de mon engrenage, c'est lui qui vient en contact avec le point primitif également de la crémaillère et qui a un impact sur l'avance ou le déplacement de ma crémaillère. Mais comme je ne peux pas le sélectionner directement, je vais sélectionner une autre partie, une autre arête circulaire de l'engrenage. Il a enregistré la dimension de ce diamètre-là et il l'a enregistré comme étant le diamètre nominal. Donc, c'est sûr que je ne pouvais pas sélectionner le diamètre primitif que SolidWorks appelle diamètre nominal. Si je le connais, ben, je vais pouvoir l'entrer directement pour un diamètre de 1.375. Si je le connais, donc c'est quelque chose qui est connu habituellement sur les engrenages, alors je peux le rentrer directement. Avant d'accepter peut-être ma crémaillère, je vais faire bouger mes éléments pour voir si le sens de rotation ou de déplacement est concluant. Donc, si je faisais tourner l'engrenage vers le bas, il serait normal que la crémaillère bouge vers le bas, ce qui n'est pas mon cas, donc je vais devoir inverser ici le sens de déplacement avec le sens de rotation également de ma crémaillère. Alors, de ce sens-là, c'est un petit peu mieux. En jouant avec ces paramètres-là, ben, on voit que les dents s'agencent plus ou moins bien, ce qui est pas vraiment important là, pour le moment. L'idée, c'est de les mettre en relation avec cette contrainte-là. On va simuler l'effet. Et le fait d'avoir mis le diamètre primitif à 1.375, lui, il va faire déplacer la crémaillère de la longueur de la circonférence du diamètre primitif. Il va le compter. Et pour un tour d'engrenage, la crémaillère va se déplacer à ce moment-là de la longueur équivalente à la circonférence, ce qui va représenter quelque chose de normal. Alors, si mes dents sont plus ou moins bien à l'intérieur des creux, oui, mais c'était pas une condition là, importante là, pour les besoins du déplacement. Il pourrait ne pas avoir de denture du tout sur mon engrenage. Ça pourrait être une partie cylindrique. Je pourrais pas avoir de dents sur la crémaillère et je pourrais les relier avec la bonne vitesse de déplacement ou la bonne distance de déplacement plutôt avec la rotation de l'engrenage. Les deux pièces pourraient ne pas se toucher également et ça reste dans le domaine virtuel et farfelu de relier une rotation avec un déplacement. Donc, mais l'effet de la contrainte pignon-crémaillère est quand même très intéressant pour le déplacement un peu plus réaliste de mon mouvement. Un autre type de contrainte que nous rencontrons souvent dans les assemblages mécaniques, c'est le fait de pouvoir déplacer un élément à l'intérieur d'une rainure. Donc, on a une contrainte mécanique qui s'appelle justement rainure. Alors, dans mon groupe de contraintes mécaniques, j'active la contrainte rainure. Et dans mes sélections, je vais sélectionner un peu comme la contrainte CAM de une des surfaces qui est donc ici, en sélectionnant la surface, voilà. Donc la surface à l'intérieur de la rainure, donc une ouverture oblongue, il va à ce moment-là sélectionner les 4 surfaces qui vont faire le contour de la rainure. Et comme deuxième sélection, je vais prendre une surface cylindrique. Dans ce cas-là, ici, ça va être ma vis. Et il va les mettre simplement le diamètre de la vis à l'intérieur de la rainure. Si je suis en mode centré dans la rainure, il va la mettre en plein centre. Si je suis avec l'option libre, il va me permettre un déplacement libre le long de la rainure. Si je mettais peut-être ce composant-là ici en transparence, on va mieux voir comment il réagit vraiment. Donc, en le déplaçant, on voit qu'il va placer le diamètre de la vis que j'ai choisi dans mes surfaces au centre vraiment de la rainure. Donc, il ne se préoccupe pas vraiment des volumes. Si la rainure avait été plus petite, il l'aurait mis au centre de la rainure pareil. Il va pas à côté parce qu'il y a un jeu fonctionnel ici. Il fait vraiment le déplacement en plein centre. Donc, dépendamment comment que j'aurais peut-être ajusté mon assemblage, est-ce que ma vis est suffisamment serrée pour ne pas bouger? Donc, je peux le mettre en mode centré ou déplacé puis le barrer en place dans la rainure. Ou si je l'ai juste
moins serrer ma vis dans mon assemblage pour permettre un déplacement le long d'une rainure. Donc, ça pourrait être utilisé en ce sens-là. Et ça peut être pratique dans plusieurs cas. Une autre contrainte que nous avons à simuler fréquemment, ce sont justement des engrenages. Qu'il s'agisse d'engrenages droits, angulaires ou hélicoïdales, comme nous avons dans l'exemple ici. Donc, on a un rapport de dents, le petit engrenage a 20 dents, le plus grand en a 30. Donc, on s'attend à ce que le petit engrenage fasse plus de tours lorsqu'ils sont reliés ensemble. Ils sont présentement les deux libres en rotation. Je vais les placer peut-être pour que ça soit peut-être un petit peu plus beau à regarder, là, que les dents arrivent avec le creux de l'engrenage suivant. On peut utiliser également la fonction isoler avec contrôle. Je peux sélectionner mes deux engrenages. En faisant un bouton droit dessus, je m'en viens isoler ces deux composants-là temporairement. Le temps que la fonction est active, je vais pouvoir la quitter n'importe quand. Et là, je suis certain que je vais pouvoir sélectionner des surfaces sur mes engrenages. Alors, un peu comme la contrainte pignon-crémaillère, je vais pouvoir aller dans les contraintes mécaniques pour simuler des contraintes engrenage. La contrainte engrenage, il faudrait que je sélectionne encore là le diamètre primitif qui vient en contact entre les deux, ou de sélectionner quelque chose qui est circulaire. Ça peut être le diamètre de l'alésage, d'où la raison pourquoi j'ai caché peut-être la tige qu'il y avait à l'intérieur. Ça pourrait être le diamètre à l'extérieur également de mes dents d'engrenage ici, ces surfaces-là. Lui, ce qu'il va faire, il va enregistrer le diamètre qu'il vient de sélectionner, mais je vais plutôt y aller avec un rapport de dents, parce qu'il s'agit d'engrenage. J'avais 20 dents sur le petit engrenage et 30 dents sur le plus grand. Alors, c'est important de sélectionner également mon ratio ici. Si j'ai sélectionné en premier un diamètre sur le petit engrenage, de mettre le nombre de dents du petit engrenage. On ne se préoccupe pas dans le rapport ici des dimensions en millimètres, donc dans le cas des engrenages. Et avant d'accepter ma contrainte, je vais faire bouger mes éléments. Je m'assure que mes dents puissent bouger en sens inverse. Donc, mes deux engrenages qui viennent en contact sont en sens inverse. C'est le propre d'un train d'engrenage à ce moment-là. Et je vais pouvoir accepter ma contrainte, peut-être même quitter l'isolement ainsi pour venir voir mes tiges et mon bloc. Et à ce moment-là, si j'ai vraiment des engrenages, ils vont pouvoir bouger constamment et en permanence avec le rapport, le ratio de 20 à 30 que j'ai ajusté dans ma contrainte. Donc, ça bouge bien avec les dents, mais il s'en préoccupe pas plus. Comme on disait tantôt, il pourrait ne pas y avoir de denture de modéliser, avoir deux surfaces cylindriques. Les engrenages pourraient ne pas se toucher non plus, mais ça simule quand même très bien là, les mouvements des engrenages sans être constamment mettre en détection de collision ou en dynamique structurelle. Autre exemple de contrainte engrenage serait avec des poulies. Alors, mes poulies tournent librement en rotation sans avoir à mettre de courroie, parce que la courroie, il faudrait qu'elle se déforme. Je pourrais en modéliser une de façon rigide, mais même s'il n'y a pas de courroie, si imaginons que c'est des roues à chaîne également, s'il n'y a pas de chaîne à rouleau, je peux quand même, avec ma contrainte engrenage, simuler l'effet des poulies. Alors, si je prenais le grand diamètre de ma poulie ici, avec le plus grand diamètre de ma petite poulie, qui est sur le même étage, on voit qu'il va aller sélectionner, lui, les diamètres de ces poulies-là, et il va faire un rapport, un ratio, avec ma première sélection de 5 pouces et quart et de 3 pouces 3 quarts, ce qui est exactement le rapport de vitesse que je veux avoir entre les deux. Donc, ma contrainte engrenage, en sélectionnant mes diamètres de poulie, fonctionne super bien avec des poulies. Il faut juste s'assurer que le mouvement de rotation est dans le bon sens, parce que dans le cas des poulies, il va falloir inverser le sens ici pour que les deux poulies tournent dans la même direction. Et la plus petite devrait tourner à ce moment-là à une vitesse plus grande, due au rapport de ses diamètres. Ce qui arrive, le cas, on le voit bien avec les engrenages. Alors, même si j'ai pas de courroie, ni de chaîne, dans le cas des roues à chaîne, donc je peux efficacement simuler l'effet des courroies et avoir des assemblages qui sont plus réalistes. Alors, merci et bonne journée.